Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour est un fervent défenseur de l'éthique médicale. Radiologue, exerçant au Centre d'imagerie médicale de Monaco et président de l'Ordre des médecins, il a été récompensé en 2022 par une palme de la médecine pour ses actions lors de la crise du Covid, ainsi que pour l'attention qu'il porte à la relation praticien-patient, une notion qui lui est primordiale. Bonjour Jean-Michel Cuqui. Bonjour, merci de m'avoir invité. Jean-Michel, est-ce qu'on t'appelle docteur encore ? Assez souvent. Enfin, ça dépend. Dans l'exercice de ma profession, oui. Dans la rue, ça dépend des générations. Et oui, bien et sûr. Des nationalités. Et des nationalités. Ben oui, bien sûr. Ça dépend des générations, ça c'est certain. Mais d'abord, est-ce que quand on est président de l'Ordre des médecins, est-ce qu'on pratique toujours ? Alors, en France, au niveau national, je pense plus, parce que évidemment, ils ont un volume énorme. Ils ont un bâtiment de plusieurs étages entier avec plusieurs centaines de personnes dedans à Paris. Donc forcément, le président du Conseil national de l'Ordre des médecins français ne peut pas se permettre ce genre de choses. À Monaco, c'est beaucoup plus réduit. On a un secrétariat permanent, plus ou moins permanent, on va dire. Mais tous les médecins qui font partie du Conseil de l'Ordre sont bénévoles. Ils font ça en plus du reste de leur travail. Ah oui. Alors, le rôle du Conseil de l'Ordre, même si on imagine un peu à quoi ça correspond, mais est-ce que c'est le Conseil de l'Ordre qui désigne les médecins qui ont le droit d'exercer, par exemple ? Non. Pour exercer à Monaco, l'autorisation d'exercer est soumise à une ordonnance. Oui. Donc, c'est le gouvernement princier qui autorise ou pas les gens, un médecin, à s'installer en principauté et à exercer soit à titre libéral en ville, soit dans un établissement de soins. L'Ordre des médecins à Monaco, alors, contrairement à la France, j'y reviendrai, l'Ordre des médecins à Monaco a, on va dire, 3 rôles. Le premier rôle, c'est être le gardien de l'éthique. Oui. Et l'éthique et les pratiques médicales, mais pas de juger réellement de la compétence journalière des médecins. On n'est pas là pour dire... C'est pas un contrôleur, quoi. On n'est pas là pour dire il faut faire tel acte plutôt que tel acte. On est là pour juger si les actes correspondent aux bonnes pratiques, s'il y a besoin, de conseiller le gouvernement sur la qualité des diplômes des gens quand il y en a besoin. Et 3, et ça c'est la grosse différence avec la France, parce qu'en France ce rôle-là est dévolu aux syndicats, discuter la convention des médecins, les conventions avec les caisses sociales. Ça, c'est le tarif, alors ? Oui. Tarif de consultation, tarif de remboursement, remboursement. Tout ce qui est du domaine de la convention, c'est-à-dire des accords entre les tarifs et les taux de remboursement avec les caisses. Ça, est-ce que c'est un aspect important ? Je pense que c'est un aspect très important que les gens... ne voit pas forcément, qui est difficile pour l'ordre, parce que justement en France, c'est dévolu aux syndicats, ce qui permet, lors des négociations, d'avoir une attitude très syndicale et très corporatiste. Voilà. L'ordre des médecins, lui, il ne peut pas se permettre, et il ne doit pas se permettre d'avoir une attitude comme ça, donc ça rend l'exercice un peu plus délicat. Alors, on peut dire le mot, c'est rendre l'exercice un peu plus politique, peut-être, non ? Oui, sans doute, mais... Disons que ça te rappelle des souvenirs. On va dire ça comme ça. Parce que, je l'ai évoqué brièvement, mais avant de devenir président du Conseil de l'Ordre, tu as fait une carrière politique ou est-ce que c'était simultané ? Ça a été un moment simultané. Parce que donc, tu démarres, tu crées... alors je crois que c'est en 88, si j'ai bien vu, et il y a la création de la JM, l'Association des jeunes monégasques. Enfin, tu n'es pas seul, mais tu fais partie du groupe qui crée la JM. Je fais partie du groupe qui crée. J'ai pas pu beaucoup m'impliquer au début parce que Stéphane Valéry, lui, était sur place, sur Monaco. Et moi, je faisais mes études à Marseille à l'époque, donc c'était un peu loin. Toi, tu étais en médecine. J'étais en médecine, à Marseille. Ouais. Et oui. Et donc, j'étais à l'origine, mais au début, en effet, pas présent tous les jours sur le terrain.
C'était important déjà. Alors, je ne sais pas, moi j'ai cette image dans la tête que un médecin est forcément impliqué, engagé dans une certaine idée de la vie sociétale ou de la vie sociale. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une excellente analyse et je trouve qu'elle est rarement... ta remarque est rarement faite, alors que pour moi, elle me paraît assez évidente. C'est vrai que j'ai du mal à m'imaginer qu'on puisse... parce que quand on est médecin, quelle que soit la spécialité qu'on exerce, on a un certain rapport avec les gens, une certaine intimité. J'allais dire, une proximité qui presque est intime. Hein, parce que devant son médecin ou avec son médecin, femme ou homme d'ailleurs, on parle de beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Et donc, il y a forcément des implications sociales et une dimension sociale dans la médecine. Comme tu disais, c'est vrai que moi, je suis très attaché à la relation médecin-malade parce que je pense qu'aujourd'hui, d'un côté, c'est très bien que la médecine se spécialise, qu'on essaye de devenir très scientifique. Pour te donner une idée, en Belgique, ça s'appelle l'art de guérir quand tu as un diplôme. Tu es diplômé de l'art de guérir. Ah oui. Voilà. C'est un art à l'origine. Hein. C'est un métier artisanal. Moi, je trouve. Hein, art dans le sens artisan. Hein. Artisan. Il n'y a pas un médecin qui fait la même chose qu'un autre. Hein. Donc, il y a ce côté-là où, en effet... il faut progresser et aller vers l'avant sur le côté scientifique, mais en même temps, et donc ça entraîne une surspécialisation, mais la surspécialisation entraîne malheureusement comme biais le fait que les gens soignent un organe et pas une personne. Or, et c'est difficile, mais c'est très important. Et je pense qu'une partie de certains ressentis de la population est liée à ça. Tu dis une partie du ressenti, ça veut dire que globalement, quelle est l'approche du patient avec son médecin? Est-ce qu'il vient chercher du réconfort, du soutien? C'est quoi qui guide la relation? Parce que quand je disais tout à l'heure, on parle beaucoup de choses, on se confie à son médecin aussi, hein, souvent. Il y a beaucoup de choses, en effet. D'abord, il y a la pathologie urgente, la douleur, le contrôle, mais... Et cette partie-là, je pense, elle est toujours prise en charge comme il faut. Le reste, après, l'échange, le fait d'avoir une relation humaine, ça devient plus compliqué pour plusieurs raisons. La première raison, avant tout, c'est qu'il y a moins de médecins et on a voulu rendre la médecine plus efficace, ce que je comprends, et dans toutes les spécialités. Je te donne un exemple. Moi, au début, quand j'étais encore étudiant, un scanner, ça prenait 20 minutes, voire une demi-heure pour faire un patient. L'IRM, ça prenait 3/4 d'heure, 1 heure. C'est plus du tout ça. Maintenant, avec la même machine, là où tu faisais 15 examens et 18 dans la journée, tu en fais 40. Donc, il y a toujours qu'un médecin. Donc, tu ne peux plus passer aujourd'hui une demi-heure par patient à discuter avec lui. C'est plus possible. Dans certaines spécialités, c'est plus possible pour des raisons techniques que j'explique. Dans d'autres spécialités, c'est pour des raisons de rentabilité. Mais ça, c'est à partir du moment où la médecine est remboursée. Donc, c'est un choix sociétal, le remboursement de la médecine. Oui. Et ce choix sociétal, le niveau de remboursement, il est fixé par la société, par le gouvernement, mais donc la société. Quand on est en démocratie, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, forcément, en fonction du niveau financier qui veut être mis, les conséquences qui vont derrière vont avec. Tout le monde se rappelle, je pense, quand on était enfant et qu'on avait le médecin de famille qui venait, qui était souvent le médecin déjà des parents, voire un peu plus. Voire un peu plus, voilà. Sa femme ne travaillait pas. Il travaillait tout seul, il avait une maison, et souvent, il y avait une secrétaire, au moins, au cabinet. Et il était tout seul au cabinet. Aujourd'hui, un médecin généraliste, s'il fait ça, c'est compliqué. Chez nous, c'est compliqué, en France, c'est pas possible. Ils sont obligés de se regrouper. Ils sont obligés de se regrouper. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de secrétariats téléphoniques dédiés plus sur place? C'est pas par plaisir, hein. C'est pour des raisons purement financières. Parce que le fait qu'il n'y ait plus de secrétariat téléphonique sur place, ça change complètement la relation. C'est clair. On est d'accord que Doctolib, enfin, ces centrales de prise de rendez-vous, ça change complètement la relation qu'on peut avoir avec son médecin. Mais Doctolib, c'est très bien dans un certain contexte.
pourquoi Doctolib s'est développé? Parce qu'à l'origine, c'est clair, il y a eu une difficulté à trouver des rendez-vous. Et donc, l'avantage de Doctolib, c'est que ça cherche de manière pluripraticienne. Ouais. De trouver un rendez-vous, c'est plus simple. Si vous ne trouvez pas celui que vous avez demandé, je vous en propose un autre, en fait. Voilà. Ça, et ça gère... et s'il y a une place qui se libère par une annulation, elle est tout de suite proposée. Ah oui, c'est ça. Mais en faisant ça, ça veut dire aussi que le médecin, il est tout le temps plein. Ouais, Donc il y a les avantages, on voit les avantages, on ne voit jamais les inconvénients. Mais toute situation est comme ça. C'est vrai que moi je me suis impliqué, tu as parlé à l'époque où je me suis un peu commis en politique, mais avant ça, j'ai été... Bon, élu 3 mandats, je crois. Hein. 2. 2 Ah, tiens, je t'en rajoute un alors. J'ai fait un mandat, après je me suis arrêté, c'est là que j'ai récupéré l'ordre, après 2008. Ouais. Et puis tu es revenu. Et puis je suis revenu de 2013 à 2018, j'ai fait 2 mandats. Ça m'a suffi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Non, je regrette absolument pas. J'ai appris beaucoup de choses, c'est très intéressant. À Monaco, le gros avantage de faire comme ça de la politique, d'être à l'Assemblée législative ou co-législative, c'est qu'on est proche du gouvernement, proche des gens. C'est vraiment... Et quand on a une action, on la voit. On a une certaine intersection quand même à Monaco. Ouais, et on peut faire bouger des lignes. C'est pas toujours simple, ça demande beaucoup d'efforts, mais ça bouge. Donc, moi, j'ai été très content. Mais donc, avant ça, quand j'étais étudiant, il y avait eu les grandes grèves étudiantes. Ah oui. Tout le monde s'en rappelle plus ou moins. À l'époque où, juste après l'arrivée à la présidence de François Mitterrand, où le ministre de la Santé à l'époque était Jack Ralite, et qui voulait mettre en place le numerus clausus pour les médecins. Ouais. Et j'ai été délégué interchu. Donc, parmi ceux qui étaient allés discuter avec le ministre, et on avait expliqué que ce qu'il mettait en place allait automatiquement aboutir à une pénurie grave de médecins. Donc, ça a été une volonté politique de le faire, qui s'est maintenue des décennies. Donc, aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner. Avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Parce que là, avant de commencer, je te disais, moi, j'aimerais bien qu'on parle... pas de la crise de la profession, mais en tout cas de la situation de la profession, parce que ce qu'on entend de plus en plus régulièrement, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins, qu'on ne trouve pas de rendez-vous. Alors tu viens de m'expliquer un petit peu pourquoi on ne trouve pas de rendez-vous, hein. C'est un peu la conséquence de l'amélioration de certaines choses. Mais il y a de moins en moins de médecins, on ne trouve pas de rendez-vous. Certains spécialistes, c'est plusieurs mois d'attente. Tout à fait. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on est moins bien soigné, ça, Jean-Michel ? Alors, moins bien soigné, ça dépend ce qu'on appelle soigner. Je pense que pour les pathologies sévères, on est mieux soigné qu'avant. Pour les urgences vraies, on est nettement mieux pris en charge. Pour les pathologies très techniques, très spécialisées, très pointues, on est mieux pris en charge parce qu'on arrive mieux à faire des diagnostics, parce qu'on a des meilleurs traitements. Ça, il n'y a aucun doute. D'ailleurs, tout le monde ça, c'est le voit. positif quand même. Oui, ça, c'est très positif. Après, pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté à trouver des rendez-vous? Il y a plusieurs raisons. Un, il y a le vieillissement de la population. Or, on est plus souvent malade quand on a 80 ans que quand on en a 20. Donc, il y a un vieillissement de la population. Il y a plus de demandes, en fait. Il y a plus de demandes. Un, il y a plus de demandes. Deux, pour la même pathologie, pour la même chose, on fait plus d'examens qu'avant. Les gens... mais ça, c'est une victoire. Que les gens aillent plus souvent voir leur médecin, que les campagnes de sensibilisation aient porté leurs fruits, c'est très bien. Avant, on faisait du ski, on se cassait la figure, on avait un peu mal au genou, on attendait que ça passe, et puis ça passait plus ou moins. Et si ça passait et que 20 ans après, on avait une arthrose parce qu'on avait négligé une rupture du croisé, c'était comme ça. Maintenant, on se fait mal, on va faire un examen. Oui. Donc le nombre d'examens a augmenté. Il y a aussi des pathologies qu'avant, on ne dépistait pas. On ne dépistait pas, parce qu'on ne les connaissait pas, ou on les négligeait, ou on n'avait pas les outils qu'il faut. On va prendre 2 exemples qui sont assez flagrants, qui sont d'actualité. L'endométriose, qui est une pathologie qui a été très souvent négligée. Et qui aujourd'hui, on s'en rend compte. Alors, l'autre jour, on me disait, oh là là, mais il y a de plus en plus de femmes qui sont atteintes d'endométriose. En fait, non. C'est juste qu'avant, elles n'étaient pas dépistées. Elles n'étaient pas dépistées, c'était un peu tabou. Et l'endométriose, c'est quand même la 2e cause de frigidité. Ah oui. Et c'est
en dehors de... Si on retire toutes les causes génétiques, c'est la première cause d'infertilité. Donc, c'est pas rien. Ouais, c'est un vrai phénomène biologique, enfin, en tout cas, qui peut avoir d'autres répercussions, parce que quand on parle de fragilité, on parle de bonheur, on parle en tout cas d'équilibre, on parle de comportement quotidien qui peut aboutir à d'autres problèmes. Hein. Une femme qui n'arrive pas à se retrouver dans cette intimité, peut-être qu'elle peut avoir d'autres soucis. Oui. Quand on parle d'infertilité, là, on parle de société. Ça veut dire qu'il y a aussi la pyramide des âges, il y a aussi il y a d'autres choses quand même. Tout à fait. Et donc, sur cette pathologie-là, par exemple, il y a 10 ans, je dis n'importe quoi, enfin, je donne une idée. Il y a 10 ans, imaginons que je faisais 40 IRM pelviennes par semaine, ou par mois, ça revient au même. Aujourd'hui, c'est 250. On est passé de 50 à 250 par mois. Parce qu'avant, c'était... C'est x5, quoi, en gros. Un autre exemple, l'IRM de la prostate, il y a 10 ans, ça n'existait quasiment pas. Il y a 20 ans, ça n'existait pas du tout, on ne le faisait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun... un patient qui a des PSA qui montent, on lui fait une IRM. Donc ça demande des examens en plus. Et ces examens en plus... ça prend du temps sur le planning. Il n'y a pas de secret. Donc pour continuer, donc, la population vieillit, donc il y a plus de pathologies. Il y a des nouvelles pathologies d'épicée. Il y a des nouvelles pathologies, il y a des nouvelles choses qu'on peut utiliser, du nouveau matériel, donc ça fait faire plus d'examens. Le nombre de médecins, et je t'expliquais pourquoi, il s'est plutôt réduit, parce qu'on a mis un numerus clausus qui partait du fait que... Les calculs qui avaient été faits à l'époque, c'était le nombre de médecins doit rester le même, mais on ne compte pas le vieillissement de la population et on compte que tous les médecins exercent jusqu'à la retraite plein temps. Voilà. Après, aussi, il y a eu, et ça s'explique, la médecine, si on se revient, on va dire, il y a une centaine d'années, c'était quand même un métier très masculin, qui attirait peu les femmes aussi. Il y a une évolution de ce côté-là. C'était pas un métier qui attirait beaucoup de femmes. C'était un métier difficile. On oublie de dire qu'être médecin, c'est une vocation, c'est une vie. Et qu'il faut faire architecturer sa vie autour. Hein. C'est un peu le contraire. Hein. Aujourd'hui, on parle, il y a ce mouvement aux États-Unis notamment, de l'équilibre, ils appellent le work-life balance. C'est le grand mot pour dire j'équilibre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. C'est compliqué quand on est médecin. Je pense que c'est compliqué, que c'est en train de disparaître en partie. En tout cas, certaines spécialités essayent de résister encore, mais avec difficulté. Pourquoi ? Parce que donc je continue. Donc il y a eu plus de femmes qui ont eu accès à la médecine. Dans notre société, que ça plaise ou pas, c'est quand même plus les femmes qui s'occupent des enfants que les hommes. Et oui. Et moi, je trouve ça bien, c'est pas un souci. Hein, et qui, quelque part, moi je le vois, c'est plus facile de trouver quelqu'un pour travailler le mercredi après-midi, un homme qu'une femme, dans ma profession. Que si je dois me faire remplacer un mercredi, voilà. Donc, et les nouvelles générations, on a développé dans nos sociétés, et c'est très bien, ce qui avant était totalement négligé, c'était la qualité de vie. Et maintenant, c'est important. Mais si c'est important pour tout le monde, c'est important aussi pour les médecins. Moi, quand je me suis installé, j'étais tout content de travailler un samedi sur 2. Donc, je travaillais 5 jours, un quart. C'est ça. Maintenant, pour un médecin spécialiste, quand il travaille 4 jours et demi, c'est pas la règle. La règle, c'est 4 jours, voire 3 jours et demi. Parce que la qualité de vie compte. 2, parce que comme maintenant il faut faire 40 examens dans la journée au lieu de 20, ça demande plus d'efforts et on est plus vite fatigué. 3, parce qu'à côté de ça, les gens ils veulent s'occuper de leurs enfants. Ils ont compris que, parce qu'aujourd'hui, dans un couple, les deux travaillent. Et donc, il faut équilibrer. Il faut équilibrer aussi. Et si les deux travaillent, il faut qu'ils prennent aussi du temps pour s'occuper d'eux et de leurs enfants. Donc, ça demande des demi-journées. Et qu'en plus, les pressions financières font que,
en particulier dans le pays voisin, mais pas que, c'est pas plus on travaille, plus on est chargé. Donc je veux dire, ça n'incite pas à en faire plus, non plus, pour plein de raisons. Alors tu dis plus on travaille, plus on est chargé. Ce que tu veux dire, c'est en fait la part qu'on doit donner à l'État sur son travail, elle est de plus en plus importante. Oui. Et ça, il n'y a pas moyen d'engager des négociations pour trouver des solutions? Ça concerne plus le pays voisin et sa politique fiscale. Moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. À Monaco, on n'a pas ces problèmes-là. Mais de toutes les façons, je pense que c'est générationnel. Aujourd'hui, pour remplacer 2 médecins généralistes de famille, qu'on appelle, il faut 3 à 4 médecins. Parce que plus personne n'a envie de travailler 14 heures par jour, 6 jours par semaine. C'est ça. Mais on parle pour les médecins, mais certes, il y a une vocation, certes, c'est un métier qu'on peut trouver difficile, que moi je trouve passionnant, mais pas vraiment difficile. Hein. Non, moi, je ne sais plus qui disait fais ce que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression de travailler. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui est difficile en médecine, c'est pas la médecine, c'est tout ce qui est à côté. Ouais. C'est la complexité des mesures administratives, c'est de devoir de plus en plus réfléchir à la rentabilité de ce qu'on fait, parce quand on est dans une profession libérale, ouais. Il faut vivre. Par définition, une profession libérale, faut vivre. Oui. C'est-à-dire qu'il faut boucler ses fins de mois, il faut payer son loyer, il faut payer l'école des enfants. Enfin, voilà, libéral n'est pas forcément un terme bien choisi, je trouve. Tu disais, ils sont forcés de se regrouper, ça veut dire que de plus en plus, et c'est vrai, on le voit, il y a la naissance de ce qu'on appelle des cabinets médicaux. Hein, donc, dans un même plateau ou dans un même lieu, on a un ophtalmo, un gynéco, un radiologue, un kiné. Tout le monde se met ensemble. Enfin, tout le monde. Ceux qui décident de se regrouper. Est-ce que ça, à Monaco, c'est envisageable de la même manière? Alors, à Monaco, à l'origine, les cabinets médicaux, ça a à mon avis, trois raisons principales d'exister. La première, c'est que les gens n'aiment plus travailler seuls, n'aiment plus être seuls. Ouais. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose de pouvoir échanger. La deuxième, c'est que ça permet de diminuer les coûts. Ouais, ça mutualise. Ça mutualise les coûts, clairement. Et la troisième, c'est que ça permet de regrouper à un seul endroit, surtout quand il y a des manques de médecins, un pôle médical qui fait que tout le monde peut aller là. Ça, c'est un intérêt géographique qui, à Monaco, n'existe pas du tout. Ouais. Le fait, après, de se regrouper à Monaco, se regrouper quand il n'y a pas de médecin et qu'il n'y a pas de choix, c'est très bien. Se regrouper quand il y a... faire un cabinet médical, ça veut dire mettre quel ophtalmo, quel radiologue, quel généraliste, et pourquoi lui et pas un autre. Monaco est un petit territoire, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des zones de désertification médicale en principauté. Il y a quand même plus tant de généralistes que ça. Mais il y en a plus qu'il y a 10 ans. Ah oui? Oui. Tu vois, ça ne donne pas cette impression. Ça remonte parce que on a autorisé le fait que des médecins puissent prendre des associés. On a augmenté le nombre d'associés. Aujourd'hui, un médecin installé a le droit d'avoir 2 médecins plein temps qui travaillent avec lui. Le problème, c'est de les trouver. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est de trouver les médecins et de trouver les médecins qui veulent venir. Parce que vivre à Monaco, ça coûte cher. Un médecin français, donc qui n'a aucun avantage fiscal à venir à Monaco, puisque qu'il fasse son activité en France ou à Monaco, il va payer les mêmes impôts. Pourquoi viendra-t-il s'installer à Monaco ? Il se tape la route matin et soir. Le prix du loyer n'est pas le même. Si c'est un spécialiste qui est en secteur 2, s'il a les honoraires libres et il peut dépasser sur 100% des patients français qu'il voit et faire le tarif qu'il veut, en étant raisonnable. Je ne dis pas faire des tarifs... Oui, on n'en parle pas de 1 000 € la consultation. Exactement, non plus. On parle qu'il peut faire une consultation à 60 €, par exemple, s'il veut. Ce qui, pour un spécialiste en France, est en dessous du tarif des secteurs 2. On est plutôt autour de 70-80. À Monaco, 50% des gens sont feuilles vertes, il fait 42 €. Oui, ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Ça veut dire, pourquoi ils feraient ça, quoi ?
Pourquoi est-ce qu'un Français qui n'est pas... Un Français, c'est pas du tout un médecin français. Un médecin français, voilà. Pourquoi viendrait-il s'installer à Monaco? Pour dire, c'est pas son pays, c'est pas forcément l'endroit où il vit, pour avoir une moins bonne qualité de vie et gagner moins d'argent. Tu te rends compte qu'en faisant cette démonstration, tu casses un peu le mythe selon lequel à Monaco on gagne mieux sa vie qu'ailleurs. À Monaco, si on est... alors, peut-être qu'on peut mieux gagner sa vie si on a un salaire plus élevé. Peut-être que, je ne sais pas, moi, un banquier qui vient s'installer, un employé de banque qui vient s'installer à Monaco dans une banque privée, peut-être qu'il est mieux payé que dans une banque privée française, c'est possible. Sur le salaire, je ne discute pas. À l'hôpital, on est payé un peu plus quand on est à l'hôpital de Monaco que quand on est en France. Bah oui. Mais là, ce n'est pas le cas. Pour un spécialiste, ce n'est pas le cas. Pour un spécialiste, s'il fait 10 patients français à 60 €, ça fait 600 €. Ouais. S'il fait 10 patients des caisses sociales monégasques... À 42. À 42, ou même la moitié à 42, les feuilles roses, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il dépasse beaucoup plus sur les feuilles bulles. Et les feuilles bulles, il n'y en a pas des tonnes non plus. Et il faut soigner tout le monde. C'est ça. Il faut soigner tout le monde. Y compris les... Et moi, je trouve ça très bien. Je ne remets pas en cause le fait qu'il y ait une protection à Monaco. Je dis, aujourd'hui, pour les médecins qui ne sont pas français, ça peut avoir un intérêt, puisque si on est notre nationalité que français, qu'on s'installe à Monaco, on n'est pas soumis à l'impôt de son pays. Mais après, il faut se loger aussi. Hein. Si on a 2 enfants... un cabinet... Puis si on a 2 enfants et qu'on doit avoir un 4 pièces, c'est pas sûr que ce soit plus intéressant de payer des impôts. Ouais. Voilà. Donc, malheureusement, il y a une dimension financière qu'il ne faut pas négliger. Et ça, c'est compliqué. Je pense que... et puis surtout, en plus de ça, une fois que tout ça est dit, même si moi, je ne suis pas sûr que si on installait 20 médecins de plus, ils ne soient pas rapidement saturés aussi. Parce que on est un petit pays qui est enclavé dans la France, et pas loin de l'Italie non plus, où ils ont des énormes problèmes médicaux, et que on a une convention de sécurité sociale signée avec la France qui fait que on doit prendre en charge les patients français. Qui sont remboursés. Par leur caisse, ce qu'on appelle les caisses sociales des Alpes-Maritimes, par exemple, remboursent tous les frais médicaux que ça sur soit le territoire monégasque. Tout à fait. Ouais. Mais ça permet aussi que ça marche dans l'autre sens. Ouais. Et donc, c'est pas malheureusement sur le territoire monégasque qu'on pourra compenser la pénurie des médecins, ne serait-ce que du département. Et moi, il y a des gens qui viennent de Corse, du Var, faire des examens chez moi. Ah ouais. Parce que les délais sont délirants. Malgré tout, malgré les délais qu'il peut y avoir chez toi, ils sont malgré tout inférieurs à ceux qu'ils auraient en Corse ou dans le Var. Très nettement. Ah oui. Est-ce que ça, quand on est médecin, est-ce qu'on se dit pas, c'est quand même un aspect un peu difficile de notre métier, parce que au départ, on est médecin pour soigner quand même. Si toi tu le pouvais, tu recevrais tous les gens le plus vite possible. C'est clair. Il n'y a pas une petite frustration qui est... C'est compliqué. En effet, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a aucun médecin qui est content de devoir refuser des patients. Mais il arrive un moment où... Ça t'arrive de refuser ? Moi, je pense que j'ai même pas besoin de refuser. Les gens, ils regardent les rendez-vous. Ouais. Après, les gens qui appellent quand c'est une urgence, on essaye toujours de les caser. Mais sans doute, si c'est pas une urgence, c'est des gens qui veulent des rendez-vous très rapides. Très rapides quand c'est pas urgent et que j'ai pas de place. Il y a un moment où je peux plus. Ouais. Malheureusement, Parce que la solution, de toute façon, ce que tu expliques, c'est que la machine, c'est la machine. Que vous soyez 3 ou 4 docteurs à faire les examens, le temps d'examen, il est 10 ou 15 ou 20 examens dans la journée, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre qui les fasse, la machine, elle en fait que... Ou alors, c'est accepter de baisser la qualité. C'est ça. Il arrive un moment où il y a...
Alors, quand on parlait d'éthique tout à l'heure, est-ce que ça fait partie des... Baisser la qualité, est-ce que ça fait partie des règles d'éthique, selon toi? Enfin, empêcher de baisser la qualité. En fait, la médecine, c'est jamais noir ou blanc. Ouais. C'est toujours gris. Et de temps en temps, il faut savoir baisser la qualité pour faire quand même les diagnostics. Ah ouais. Donc, c'est trouver le juste équilibre. Parce que, je veux dire, quand tu as plusieurs personnes à soigner, c'est comme la médecine de guerre. Les gens s'imaginent que quand il y a un médecin formé à ce genre de pratique qui est sur un champ de bataille, c'est pas forcément la bonne mentalité, c'est pas soigner le plus gravement atteint. C'est de soigner en priorité ce qu'on peut guérir. Ouais. C'est horrible, mais les choix sont pas toujours simples. La médecine, c'est l'art du compromis. Tout le temps, en permanence. C'est vrai? Oui. Savoir... il ne faut pas oublier que c'est primum non nocere. Avant tout, ne pas nuire. Hein. C'est ça l'éthique de la médecine. La première chose, c'est ne pas nuire. Est-ce que quand on reçoit toute la journée, tu finis par savoir où est ce compromis, où sont les compromis que tu dois faire? Parce qu'il y a bien des moments où... Alors, quand on est radiologue, peut-être c'est différent. Parce que tu aides le diagnostic, ouais, le radiologue. Nous, on est plus médecin de médecin. Même si... non, mais c'est vrai. Même si, du fait que, justement, les médecins ont de moins en moins de temps... moi, il m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui ont des pathologies graves, qui viennent faire des examens et qui ne savent rien parce que les médecins n'ont pas encore eu le temps de les voir. Et comme ils n'ont pas beaucoup de temps et qu'ils doivent faire des compromis, ils préfèrent regrouper le temps qui leur reste une fois que tous les examens sont faits que recevoir avant, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire, à part humainement. À part, il va falloir faire les examens. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont en détresse de ce côté-là et qu'on aimerait tous avoir plus de temps. Moi, je préférerais pouvoir passer plus de temps avec les gens. Hein. Mais il arrive un moment où on ne peut pas y passer le jour et la nuit. Est-ce que quand tu as démarré tes études de médecine, tu te doutais de ce genre de défi? Parce que tu me parlais tout à l'heure de l'art du compromis, mais voilà, passer plus de temps, choisir le diagnostic qu'on pose, etc. Est-ce que tu te doutais que ce serait ça? Alors, au début, non, évidemment, parce qu'en plus, on est plein de fausses idées, on s'imagine plein de choses. On rêve de devenir médecin quand même, non? Est-ce qu'on rêve de devenir médecin? Je ne sais pas. Moi, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Tu as toujours voulu être médecin? Je ne me suis même pas posé la question. Non, je ne me suis pas posé la question. Sur la spécialité, j'ai hésité. J'ai hésité entre 3 spécialités. Mais sur le fait de faire médecine, non, ça m'a paru assez naturel. Je trouve que c'est un métier qui est à la croisée de plusieurs choses et où on ne s'ennuie jamais. Moi, j'ai toujours peur de m'ennuyer. Tu as toujours peur de t'ennuyer? Oui. Ah ouais. Je trouve que c'est... Bon, quand on est médecin, on ne s'ennuie pas beaucoup, c'est vrai. Hein? Non. Ça, c'est vrai. Et puis, alors c'est vrai, et puis, moi, j'ai la chance de peu dormir. Donc, voilà. Ah ouais. Est-ce qu'on ramène, tu parlais tout à l'heure de la qualité de vie, est-ce qu'un médecin rapporte à la maison les pathologies qu'il a vues dans la journée? Est-ce qu'on vit avec ça? Est-ce qu'on y pense quand même? À y penser, bien sûr. Je pense que on ne peut pas, même s'il faut essayer de garder une distance, c'est impossible. D'abord, déjà, pendant les études, on a toutes les maladies qu'on étudie. Donc, on devient un peu hypocondriaque. Soi-même. Et puis, quand on est soumis toute la journée à découvrir, bon, nous, c'est le diagnostic, en radiologie, mais c'est pas toujours facile. Ça t'arrive d'avoir des examens positifs aussi, où tu dis, on pensait qu'il y avait quelque chose et il n'y a rien, en fait. Oui, non, mais... Enfin, quand on arrive pour faire la radio, c'est que généralement, on sait qu'il y a quelque chose. Hein. Non, mais des fois, on a des bonnes surprises. Dieu soit loué. Je dis même, la majorité,
je pense que la majorité des cas, c'est plutôt des bonnes surprises que des mauvaises, si on met tout, tout bout à bout. Mais ce qui est impactant humainement, quand c'est une mauvaise surprise, mais qu'on s'y attend, ça va. Mais de temps en temps, c'est plus compliqué. Quand c'est des jeunes, des fois, on a tous des démons dans la tête. C'est obligé. C'est obligé. Ouais. Quand tu dis on s'oblige à prendre de la distance, tu le mettais en parallèle de tout ce que tu apprends et qui te rend hypocondriaque. Donc cette distance, elle est presque impossible. C'est difficile. Parce que tu la vois. En plus, toi, avec ton regard, le radiologue voit des choses que le patient ne voit pas. Donc il le voit tout de suite. Ben, c'est sûr que quand tu fais un examen et qu'en voyant le résultat, les images apparaître, tu te dis que cette personne qui est là, à la fin de l'année, elle n'y sera plus. C'est pas toujours facile. Ouais. Non, c'est clair, c'est vrai. Mais je trouve que la médecine, c'est ce qu'il y a de beau. Et alors, la radiologie, c'est encore plus particulier parce que la radiologie, un médecin, quand il se trompe, si tu guéris quand même, ça ne se voit pas. Il te dit que tu avais une chose, tu en as une autre, ça guérit tout seul, bravo, tout va bien. Le radiologue, s'il se trompe, il reste une trace. Ouais. Et on se trompe tout le temps. Il faut être honnête. Moi, je vois, peut-être, je sais pas, moi, si tu fais un examen où il y a 200, 300 images et que tu en fais 40, regarde le nombre d'images que ça fait par jour. Ouais. Donc 200 images x 10, ça fait 2000, 40, tu arrives à 4 x 2, 8, 8000 images. Si tu as un 99,9% de réussite, tu te plantes quand même. Et tu te plantes quand même sur beaucoup. Parce que le 99, le 1% qui manque, c'est un gros volume en fait. Tout à fait. Et donc ce qu'il faut, c'est se planter sur des choses qui n'ont pas de conséquences. Ouais. Si tu vois pas... C'est de la pression, ça, quand même. C'est de la pratique. Ce qui m'a plu dans la radiologie, en dehors du fait que c'était une spécialité très technique, où il y a eu plein de progrès. Moi, je trouve qu'on a une spécialité qui est une de celles qui a le plus progressé en 20 ans. Donc, j'étais sûr de ne pas m'ennuyer. Que moi, j'aime bien l'anatomie, donc ça allait bien avec. Et qu'il y avait plein de possibilités d'exercices différents. Ce qui est d'intéressant dans la médecine, puisque moi je suis un peu perfectionniste, mais pas toujours du bon côté. C'est une spécialité où on doit lutter contre ses démons. Et moi j'aime bien lutter contre mes démons. Parce que tu interprètes un examen, si au lieu de faire 100% de ce que tu peux faire, tu fais 95%, il n'y a aucune différence. Tu ne le vois pas, il n'y a aucune différence. C'est vrai. Donc ce 80%, 95% devient rapidement un 100%. Et ce 100%-là, tu dis pourquoi je ne vais pas refaire encore 95 ? Et c'est comme ça que petit à petit, tu as diminué ta qualité de moitié sans t'en rendre compte. Et en radiologie, il faut être un peu staccanoviste et il faut rentrer dans des règles. Il faut s'astreindre, en fait. Il faut s'astreindre et se remettre en question. Ouais. Pour moi, un bon radiologue, c'est facile de savoir si un radiologue il est bon ou il est mauvais, il faut savoir s'il est modeste. Il faut savoir s'il est modeste. Oui. C'est pas évident. Tu sais que on parlait tout à l'heure de la relation patient-docteur, enfin praticien. Tu sais que la plupart du temps, quand tu fais un petit sondage dans un panel de copains autour de toi, tout le monde va te dire « Ah ouais, mais bon, les médecins, ils sont prétentieux. » Est-ce que le fait d'avoir des diagnostics à poser, d'avoir une certaine responsabilité, et en même temps d'avoir un jargon qui vous ressemble, parce que la plupart du temps, ce sont des appellations que monsieur et madame tout le monde ne comprend pas, est-ce que ça n'explique pas cette image un peu d'arrogance qu'on a, qui n'est pas universelle, mais qui est quand même assez... Non, mais après, je pense que ça dépend un peu de spécialité. Un radiologue, il doit être modeste parce qu'il faut qu'il s'astreinte à ces choses-là et qu'il a ce risque-là. Donc, c'est l'humilité personnelle, en fait. Voilà, exactement. C'est plus ça. Tout à fait, c'est le bon terme, c'est l'humilité personnelle. Un chirurgien, il faut qu'il croie en ce qu'il fait. Il faut qu'il se sente fort et sûr de lui. Il ne peut pas avoir la même attitude. Donc c'est normal. Et en plus, il prend une décision. Ouais. Il ne doit pas être humble. Il doit être à l'écoute, mais il doit avoir une autre opinion de lui, malgré tout.
Sinon, il ne peut pas être bon. Enfin, c'est un peu bête ce que je dis, mais voilà. Ben non, c'est pas bête du tout. Ça explique tout à fait la machine, en tout cas le mécanisme humain qu'on a face à nous. C'est-à-dire que le patient qui a l'impression que son chirurgien il est un peu prétentieux, en fait, il n'a pas tort. C'est juste que s'il n'est pas prétentieux, ce que tu me dis, c'est que s'il n'est pas prétentieux, ou en tout cas s'il n'a pas une certaine arrogance, il ne peut pas pratiquer de la même manière. Ben, quand tu vas voir un chirurgien et qu'il te dit c'est telle opération qu'il va faire, s'il n'est pas sûr qu'il va faire celle-là, il faut partir. Il faut partir, ouais. Il faut partir. Ouais. Il faut qu'il soit sûr de lui, bien sûr. Qu'il oui, se donne tous les moyens d'être sûr. Il y a ce moment de fragilité incroyable où tu acceptes que quelqu'un ouvre ton corps. C'est clair. C'est clair. Mais c'est pour ça que on en revient à ce que je te disais. Je dis, quelle que soit la pathologie que tu traites, même si elle est hyper spécialisée, et même si tu traites une toute petite partie d'un petit organe, cette petite partie d'un petit organe, elle est au sein d'un corps entier. Et tu peux pas séparer les choses. Il faut jamais oublier que... Et en radiologie aussi, ça c'est difficile. Je le vois quand j'avais des jeunes internes à l'hôpital, de leur dire que c'est pas une image, c'est pas une photo qu'on regarde, c'est pas la photo d'un paysage ou d'un mannequin, c'est un être humain et un malade. Il faut jamais oublier ça. Et c'est pas facile. Faut c'est pas pas facile, hein, certainement. Non. Parce que, alors on va prendre un cas des choses. Alors par exemple, moi, je me suis fait opérer du genou. J'imagine que à l'Institut de médecine du sport, celui qui m'a fait les radios, des genoux, il en voit toute la journée. Est-ce qu'à un moment donné, il a pu regarder les radios de mon genou d'une manière unique? Alors, ça ne veut pas dire regarder les radios de manière unique. Je pense qu'il faut être très, très méthodique. C'est juste de se dire que ce qu'on voit là est telle chose, c'est pas, excuse-moi, un morceau de viande. Et ça change tout, juste de se le dire. C'est du conditionnement, c'est ça que tu dis? Oui, c'est important de rester là-dedans, de rester toujours dans le fait que, parce que ça ne sert pas tout le temps, mais quand ça doit servir, il faut avoir cette attitude-là. Là, tu parlais de formation, parce que tu disais j'avais des jeunes internes. Est-ce qu'on... Enfin, peut-être que nous, patients, ne nous rendons pas compte aussi que vous faites de la formation continue, parce que quand tu dis j'ai des jeunes internes, en fait, tu enseignes le métier tout en le faisant. Oui, moi, beaucoup moins bien que les professeurs d'université. Nous, on a des gens qui viennent faire quelques semestres, qui sont déjà en partie formés, et qui viennent sur le plus, on va dire, maintenant j'ai quitté l'hôpital, mais qui viennent plus pratiquer, on va dire, écoler, se faire écoler. Mais oui, je veux dire, ça aussi c'est difficile. Ça, c'est un vrai sujet. Les médecins, il y en a de moins en moins en ville, mais il y en a de moins en moins dans les hôpitaux aussi, donc ils ont de plus en plus de temps. Ouais. Et ils ont de moins en moins de temps à consacrer à la formation des générations suivantes. Or, la médecine, ça ne s'apprend pas dans les livres. Non, hein, ça s'apprend sur le terrain. Il faut avoir cette connaissance théorique qui est indispensable, mais, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est jamais comme dans le livre. Parce qu'on n'est pas... Je donne toujours cet exemple-là. Prends l'exemple de la F1 à Monaco, ça va être d'actualité. En F1, c'est de la mécanique, c'est des machines. Ouais. C'est des machines qu'on connaît comment ça fonctionne, il n'y a pas de secret. Ils ont le meilleur matériel. Oui. Ils ont les meilleurs ingénieurs, les meilleurs mécaniciens, et de temps en temps, la voiture, elle ne fait pas un tour, elle casse. Et on se dit, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu éviter ça? Et ils n'y arrivent pas. Le corps humain, c'est pas nous qui l'avons fait. Hein. Et il y a beaucoup plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Beaucoup, beaucoup plus. Tous les jours, on s'aperçoit en fait, chaque fois qu'on fait un progrès, on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif, ça? C'est positif. Oui, moi je trouve, positif, mais ouais. je me dis, est-ce que de temps en temps, vous, médecins, vous n'êtes pas un peu submergés par l'étendue des possibilités qui sont face à vous? Enfin, ça ne doit pas toujours être simple, quand même. Oui, mais c'est ça. Enfin, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. Moi, je pourrais pas faire tout le temps... Moi, je suis très content
même si par moments je râle, hein, mais je suis très content quand, et ça m'arrive tous les jours, hein, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Quand tu as des questions à te poser. Oui, et de devoir se questionner, réfléchir. C'est pas... Et du coup, quand tu formais tes internes, comment tu étais avec eux? Tu étais exigeant? Tu étais comment, dur? Moi, je trouve qu'il faut qu'on... Enfin, moi, je leur donnais beaucoup de temps s'ils voulaient bien le passer. S'ils ne voulaient rien faire, tant pis pour eux. Ah, un petit peu darwinesque, hein, comme non, approche. Mais, c'est aussi une question de formation. Moi quand j'étais formé, parce que moi, en fait, au début, je faisais de la réanimation, puis avec de la toxicologie, puis j'ai voulu changer de voie, et j'ai eu une opportunité de le faire en allant en Belgique, où en fait, quand on fait la spécialité, on fait tout son temps dans la même spécialité. D'accord. Et en plus, ça m'a appris une chose, c'est... Bon, parce que quand on est monégasque et qu'on va en France, on n'a pas l'impression d'aller à l'étranger. Et pourtant. Et pourtant. Et quand on est monégasque et qu'on va en Belgique, là, on voit un peu ce que c'est que d'être oui, l'étranger. ça, je peux te confirmer. Hein. Moi, j'ai passé de longues heures pour obtenir mon permis de travail. Et en fait, la Belgique, c'est pas parce qu'il parle... à Bruxelles, la majorité des gens parlent français, même si c'est moitié-moitié officiellement, Ouais. mais il y a aussi des flamands, c'est pas un souci. Mais on s'imagine parce que c'est francophone, c'est français, c'est pas du tout français. Pas du tout. Et ils ont une image. Moi, quand je suis arrivé là-bas, au bout de 2 mois, je comprenais pas pourquoi on me mettait pas à un poste comme les autres. On me disait fais ce que tu veux, fais un peu le tour, regarde comment ça marche. Donc j'avais demandé à aller voir le professeur, le patron de l'époque, patron de l'époque, et qui m'avait dit ah mais tu vas où tu veux, il n'y a pas de souci. Et Cookie, je dis monsieur, non, je comprends pas pourquoi, ça veut dire quoi? Et il m'a fait mais de toute façon toi tu es à Monaco, tu fais ça pour le plaisir. Et alors, je lui avais dit que... Bah non, il y a aussi des gens à soigner à Monaco. Et après, ça s'est très bien passé. C'est parce que je lui ai dit, dans ces conditions, je vais prendre le poste plus difficile. Ah oui. C'est beaucoup plus moi aussi. Et on a eu d'excellents rapports. Moi, j'ai des très bons souvenirs de la Belgique. Parce que là, on parlait de cette image de Monaco qui n'est pas toujours réelle quand on est à l'extérieur. Est-ce que quand tu étais parlementaire, élu, est-ce que dans le cadre de tes fonctions d'élu, c'est aussi une chose qui t'a paru importante? Tout à fait. Quand on a reçu des organismes, en particulier des organismes de contrôle tels que le Gréco et tout, oui. Moi je me rappelle toujours, on les avait reçus, donc ils voulaient nous interviewer, et ils commençaient à me dire mais est-ce que vous avez des conflits d'intérêts? Moi j'ai dit oui, tous les jours. Alors ils avaient fait des yeux comme ça, ils disaient attendez, moi c'est pas possible, celui qui vous dit qu'à Monaco... il n'y a pas de conflit d'intérêts. C'est impossible. Il faut juste trouver comment les gérer au mieux. Mais les nier, c'est n'importe quoi. Forcément. Et on est un tout petit pays, on est tous multicasquettes. C'est ça. C'est obligatoire. Alors justement, quand on est parlementaire, est-ce qu'il y a un moment donné où on doit se déporter? Et quand on est médecin, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se chevaucher? Ah oui. Ouais, moi, je pense qu'il y a des fois, il faut se déporter, tout à fait. Ah oui. Ah ouais. Je veux dire, au Conseil de l'Ordre, ça arrive tout le temps. Au Conseil de l'Ordre, il y a 7 médecins. Donc, quand il y a un dossier... donc, tu veux dire, vous êtes 7 sages autour de la table. Voilà. Ouais. Quand il y a une plainte à instruire, par exemple, ça arrive régulièrement qu'il y en a un qui ait un conflit d'intérêt. Il se déporte, c'est tout. C'est pas un souci. On arrive quand même à décider sans lui? Oui. Oui. Moi, ça m'est déjà arrivé, moi, de me déporter. Toi, président? Oui. C'est pour ça que je suis pas seul. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je suis pas seul. Non, mais tout ça, c'est des faux problèmes qui en sont des vrais dans des grands pays avec des millions de gens, mais qui chez nous n'ont pas de sens. Ouais, cette transposition qu'on veut systématique de ce qui se fait ailleurs à Monaco, elle est vraiment pas réaliste. C'est clair. Et je pense qu'un des problèmes qu'il y a aussi à Monaco, pour dire que
c'est parce que pas tous les médecins installés, que ça soit en ville et peut-être encore plus dans les instituts de soins, mais pas que, ils ont une vision, comme ils ont été formés, de là où ils viennent, et ils le recopient. Monaco, c'est un peu spécial. Dire, même si, évidemment, il faut accueillir tout le monde, et moi, je suis mais vraiment totalement opposé, et même je m'érigerai contre le fait de faire... de prendre des patients de Monaco et de laisser les autres, parce que d'abord, parce que c'est pas du tout éthique, et qu'on doit soigner tout le monde, évidemment, et deux, parce qu'il ne faut pas oublier que si demain tu as une tumeur du cerveau, tu es bien content d'être opéré en neurochirurgie, parce que nous, on la passe. Hein. Ouais. Donc, je veux dire, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Voilà. On est bien content d'avoir la France quand on en a besoin, donc de temps en temps, il ne faut pas oublier qu'il faut avoir le retour. Ça, c'est une chose. Mais de notre côté, il y a toujours moyen, quand même, de mettre un peu d'huile dans les rouages. Et même avec un secrétariat dédié, on peut un peu, quand c'est des vraies urgences. Mais je pense que les gens qui se plaignent, alors dans le lot, forcément, il y a des cas particuliers où en effet, et c'est malheureux, mais je veux dire, c'est malheureux. Voilà. Il y en a aussi qui se plaignent parce que si on a mal au dos depuis une semaine, ou depuis 3 mois, qu'on attende une semaine ou 15 jours, je ne pense pas que médicalement ça se justifie de supprimer des places ou de finir à minuit, parce que sinon on finit tout le temps à minuit, et qu'on n'est que des êtres humains aussi. Il y aura des gens qui disent pour faire une mammographie, il faut que j'attende 3 mois. Normalement, si c'est une mammographie de dépistage, qu'on la fasse 3 mois avant ou 3 mois après. En sortant de sa mammo, on sait qu'on doit la refaire dans 1 an ou dans 2. Ouais. Donc on peut prendre le rendez-vous un peu à l'avance aussi. Quand tu disais que ce modèle français, ou en tout cas des grands pays qui nous entourent, n'est pas directement implémentable tel quel, qu'on ne peut pas le transposer, le copier, est-ce que quand tu étais parlementaire, c'est aussi une position que tu as défendue? Parce que tu parlais justement là d'isolationnisme ou de protectionnisme exacerbé. La frontière entre le protectionnisme et la protection des intérêts, elle est parfois très très sensible quand même. Hein. Tout à fait. Mais moi, je ne suis pas du tout un isolationniste. Je pense que c'est une bêtise, que Monaco est un petit pays qui doit être ouvert. C'est toujours ce qui a fait sa force, d'être ouvert et pas fermé. Mais ce n'est pas parce qu'on est ouvert et pas isolationniste qu'on doit nier notre identité. Je veux dire, on a une identité, on doit la défendre. Bien sûr, on doit la défendre. Et, on doit la défendre à tout prix. Et même en médecine, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas ouvrir toutes les portes non plus? Parce que un praticien qui s'installe en espérant qu'il... S'il est bon et que la santé le préserve, il va y rester 20 ou 30 ans. Et si on ouvre trop les portes, ça veut dire et qu'on sature le marché totalement dans certaines spécialités, je dis n'importe quoi, imaginons qu'il y ait la place pour, on va dire n'importe quoi, 4 psychiatres, voilà. Ou 3 ou 2, on s'en fiche du nombre. Si on installe du jour au lendemain 4 psychiatres en autorisant 3 étrangers, et qu'ils ont tous 40 ans, pour 25 ans, il n'y a plus de place pour un monégasque. C'est ça. Et moi, je pense qu'il faut... pourquoi je suis... En France, on peut vendre son cabinet médical. C'est autorisé. À Monaco, c'est interdit. Et je sais que beaucoup de mes confrères ont du mal à comprendre pourquoi. Mais parce que si on est autorisé à vendre, ça veut dire qu'on peut vendre à tout le monde, parce que sinon, il n'y a pas de liberté de vente. Il n'y a pas de liberté de vente. Voilà. Donc, juridiquement, ça pose des soucis. Et si tout le monde vend à des médecins qui ne sont pas monégasques, il va arriver un moment où il n'y aura plus de place pour les monégasques. Et je pense que... Alors, on peut se dire, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, quelque part. Les gens croient que le plus grave, c'est que parce qu'il y a 2 ou 3 jeunes monégasques... Non, c'est pas ça. C'est qu'il n'y aura plus de nationaux pour soigner les nationaux. C'est un principe, en fait. C'est pas des cas particuliers, c'est un principe. Et parce que malgré tout,
ceux qui sont le plus à même de comprendre un monégasque, c'est un autre monégasque. Il faut pas raconter de blagues. Ou tout du moins un enfant du pays. Voilà, on va pas blaguer. Voilà. Nous, ça, c'est sûr. Moi, quand je faisais mes études, il y a un professeur qui m'a dit les meilleurs vigiles dans les centres commerciaux, ce sont des anciens voleurs. Ça ressemble un peu à ça, hein, ce que tu dis. Mais tu sais, on critique beaucoup, on a l'image à Monaco, on est tous nus et compagnie. Moi, je tiens quand même à dire quelque chose, parce qu'on les a beaucoup critiqués, c'est facile à critiquer, ça fait rire tout le monde. Moi, j'ai vu pendant, tu as parlé de la crise du Covid, moi j'ai vu pendant la crise du Covid l'attitude des fonctionnaires monégasques avec qui j'ai eu affaire. C'est des gens qui ont été d'un dévouement et d'une implication rare. Et monégasque, hein, parce que fonctionnaire égale monégasque. Là, tout à fait. Là, il n'y a pas de solution. On peut travailler pour l'administration et ne pas être monégasque, mais si on est fonctionnaire, on est monégasque. Et je pense vraiment qu'ils n'ont pas été reconnus, remerciés comme ils auraient dû. Et je suis content de pouvoir le dire ici. Ah, tiens, je pense que ça fera plaisir à plus d'un, effectivement. Ils le méritent. Parce que c'est vrai que cette crise du Covid, alors je pense que pour vous, les médecins, ça a dû être une période difficile. Mais pour le public, ça a été une période, et notamment là, on a célébré, on a marqué il y a quelques jours les 5 ans du premier confinement, c'est-à-dire le premier jour, parce qu'après il y a eu d'autres confinements, demi-confinements à Monaco, on a été très préservés pour ça, mais il y a quand même eu 47 jours des confinements total, qui ont démarré le 16 mars au soir, à minuit. Est-ce que ça, quand on est médecin, on se dit, ça doit faire un choc quand même? Parce que tu parlais de toutes ces maladies qu'on ne connaît, que nous, patients, ne connaissons pas et dont vous êtes conscients. Le jour où l'annonce du confinement arrive, est-ce que ça ne provoque pas un choc dans le milieu médical? Moi, c'est une période que je n'oublierai jamais. Alors moi non plus. Parce que je pense que l'immense majorité des gens ont fait de leur mieux, mais que ça a montré, et vraiment, la faiblesse de notre société, que je pensais plus forte que ça. Moi, ce qui m'a le plus marqué, mais vraiment marqué, après, c'est même pas les mesures qu'on a prises, c'est la mentalité. C'est, pour moi, une société, c'est les générations passées qui doivent se soucier des générations futures. Et là, on a fait exactement le contraire. Parce qu'après que les gens préfèrent la sécurité que la liberté, ça je m'en doutais. Mais pas ça. C'est quelque chose qui a été difficile pour moi. Après, qu'il y ait à certains niveaux des gens qui ont eu des intérêts financiers, certainement, mais ça c'est partout. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de nouveau là. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à des choses... des fois, on a quand même perdu le sens commun. Ouais. Et à Monaco, moins, parce que au début, on a voulu suivre un peu la France, qui était tout dans les hôpitaux publics, vous appelez quand vous avez étouffé. La médecine et la médecine de ville a réagi. On a réagi. On a fait une grande réunion avec l'ensemble des médecins et les médecins de l'hôpital, puisqu'on a pu faire ça dans les locaux de l'hôpital. Le gouvernement a compris très rapidement l'intérêt de ne pas séparer la ville. Ça, c'était une bonne chose. Et je pense qu'à Monaco, il y a eu moins d'impact négatif, moins de décès, moins de jours d'hospitalisation, parce qu'on a soigné les gens tout de suite et chez eux. Et on s'est occupé des gens. On leur a pas dit prenez un comprimé et appelez quand vous étouffez. Ouais. On a fait de la vraie médecine, tout simplement. Est-ce que ça, c'était pas... Alors, évidemment que tout le monde s'en souvient et que tout le monde s'en félicite quand on a vécu le Covid à Monaco. On a la sensation, et je pense qu'elle est réelle, d'avoir vécu ça d'une manière préservée, en tout cas. Plus préservée que partout ailleurs, en tout cas de ce qu'on peut constater. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'est aussi possible parce qu'on était moins nombreux? Alors, non.
pas vraiment. Enfin, il y avait plus de médecins, évidemment, par habitant, mais dans l'absolu, si tu regardes, normalement, les épidémies comme ça, qui se transmettent par les voies aériennes, c'est la densité de la population qui est la chose de la pire. Et on est très dense à Monaco. Chez nous, oui, c'est... Alors après, c'est vrai qu'on a... il ne faut pas ce que j'ai dit, que les fonctionnaires s'étaient dévoués corps et âme, et je les remercie encore, parce que les médecins, c'est quand même un peu plus normal. Mais la population a quand même globalement aussi été plus disciplinée quand il fallait. Elle a respecté les règles, elle a joué le jeu. Plus. Et ça aussi, ça a permis d'assouplir des choses. Parce que c'est difficile quand tout le monde dit qu'il faut absolument faire comme ça, parce que sinon, si on se dit, mais nous, à Monaco, on peut faire différemment, c'est difficile de se donner le courage de le faire aussi. Hein. Parce que... on a connu cette période où il fallait rentrer, alors on pouvait dîner au restaurant avec 1,50 m de distance entre les tables, mais à 21h30 il fallait qu'on soit rentré. Et je me souviens que la Vox Populi sur les réseaux s'émeuvait un peu de ça en disant 21h30, 22h, qu'est-ce que ça change? Rien. Voilà. Ça change rien, mais... Mais ça donnait un coup d'arrêt, quoi. C'était pour dire on va pas y passer la nuit non plus. De toute façon, il fallait mettre une limite. Une limite. Et puis parce que c'est... Des fois, il faut un peu de temps pour que... Moi, la première fois où j'ai entendu parler du Covid, c'est par un médecin confrère italien qui travaillait dans un des plus grands hôpitaux de Milan et qui m'a dit la moitié, le tiers des médecins sont malades avec les autres, on ne sait plus où on mettre les trucs, la morgue est pleine. On est en situation de guerre, vraiment. À Milan, dans l'hôpital. Alors pourquoi est-ce que ça a été pire à Milan que ce qu'on a connu nous parce qu'on ne comprend pas non plus comment les virus fonctionnent complètement, les choses sont difficiles, qu'il a muté, qu'on avait peut-être eu un peu de... Voilà. Après, évidemment, il y a eu des mesures excessives. Moi, je veux dire, il y a eu des mesures excessives. Faut pas, moi, je ne suis pas pour qu'on mente aux gens. Je pense que le pire des choses, c'est de mentir. Après, on perd la confiance. C'est-à-dire, un patient, si tu lui dis que tu te trompes, et qu'il a l'impression que tu as fait de ton mieux, il l'admet, Il l'admet. Si tu lui mens, moi je suis contre le mensonge. Voilà. Donc, évidemment, il fallait faire différemment. Mais, c'est toujours un peu facile après coup. Hein. Oui, après coup, c'est facile. C'est vrai qu'il y a des choses où on peut se poser la question d'eux, mais à Monaco aussi, c'est difficile qu'on ait un petit pays entouré de faire très différent du grand pays voisin. Parce que quand ça se passe bien, personne ne dit merci. On dit même que ce n'était pas assez. Si ça se passait mal, il y a des gens qui ont eu des responsabilités à prendre, c'est pas facile. On en revient toujours à ça, c'est que la médecine, la santé, en tout cas, c'est une affaire de responsabilité. Et puis là, il n'y avait pas qu'une dimension médicale, une dimension politique aussi. Une dimension politique interne et une dimension politique avec le pays voisin. C'est ça. Parce que il y avait des accords, parce qu'il s'il y avait besoin de certains types de traitements, on ne les avait pas à Monaco. Parce qu'on avait fait totalement différent d'eux, ça avait été une catastrophe, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Mais c'est vrai qu'en plus, à Monaco, je pense que la population a, même si ça fait plaisir à personne, mais a quand même plus joué le jeu. Ouais, c'est vrai. Joué le jeu. Aujourd'hui, 5 ans après, est-ce que tu penses qu'on a tiré des leçons de tout ça? J'espère. J'en suis pas totalement convaincu. Non. Parce que, même pas sur le côté médical. Je trouve que j'espérais que derrière là, qu'à suite à ça, il y ait quand même une plus grande réflexion sur l'état de notre société. Et je trouve que ça a été totalement occulté. C'est pas bon signe. C'est un peu caché les enjeux. Hein. C'est vrai. C'est pas qu'un problème médical. Je dirais même c'est même pas un problème médical. Non. À vrai dire, c'est un peu l'effet que ça a laissé. Hein. C'est que on est allé au-delà du médical. Ça a créé des situations, des enjeux, des contextes, des crises qui sont pas médicales. Ah mais
Alors, tout à fait. Et je dirais, moi, je le vois dans ma pratique quotidienne, l'attitude des patients, il y a avant et après Covid. Et c'est plus la même chose. Ouais, notre société a été modifiée. Très bouleversée. On veut le nier, et je pense que le fait de le nier, cacher ou mentir, c'est les deux choses les pires pour une société. Et alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors à Jean-Michel Cucchi, l'homme, le docteur, le radiologue, le président de l'Ordre des médecins? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu souhaiterais là? Que je souhaiterais d'avoir la santé de continuer. Parce qu'on n'a pas parlé de ta vie de famille, on n'a pas parlé de tout ce qui fait le quotidien de Jean-Michel Cucchi en dehors de sa fonction. Hein. Est-ce qu'il y a de la place d'ailleurs pour tout ça? Sans doute trop longtemps pas assez. Ouais. Je reconnais, sans doute trop longtemps pas assez. Ça veut dire que tu es en train d'en faire un peu. Alors j'essaye, j'y arrive pas très bien, mais j'essaye. J'ai essayé, j'ai arrêté donc l'hôpital en espérant avoir beaucoup plus de temps. J'en ai un peu plus, mais j'ai pas été suffisamment raisonnable d'en garder assez. Ouais. Mais bon, voilà, on se change pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est mon dernier mandat en tant que président de l'Ordre. J'en ai fait plus de 15 ans, je pense que c'est pas mal. Ça va t'y donner pour... Voilà. Puis il faut laisser la place, personne n'est indispensable. Donc j'aurai 64 ans en juillet. Le temps passe, hein. Le temps passe, c'est-à-dire... tu les fais pas. T'es trop gentil. Non, je les fais peut-être pas, mais je les sens quand même. Non, qu'est-ce qu'il faut me souhaiter? Que ce qui me donne l'envie de continuer soit plus fort que ce qui me donne l'envie de m'arrêter. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Michel de nous avoir donné un peu de temps. Merci beaucoup. Merci.